Chahut Média. Jusqu'à maintenant, je n'accepte pas de voir la Syrie détruite, les sites Palmyre ou autres. C'était très choquant. Même sur le moment, c'est traumatisant. Sur les murs externes des shelters, on voit des images de Palmyre. Ça fait partie de l'identité des Syriens, même à distance. Nous, on étudie dans des bureaux, dans des bibliothèques, dans des musées, et puis on se rend compte tout d'un coup de l'impact social, de la signification de la notion de patrimoine pour les gens, à quel point c'est important. Donc au point de vue humain, c'est des découvertes incroyables de voir ce qu'on peut faire à partir d'une recherche et de ce qu'on peut apporter, et puis aussi le devoir en fait qu'on a de le faire. Depuis 2015 et la prise de Palmyre par les djihadistes de Daesh, il n'y a plus de vie ordinaire dans ce qui fut autrefois la perle du désert. Dans le sanctuaire, plus trace de fouilles archéologiques menées par des équipes internationales, les conditions de sécurité ne le permettant pas. La ville nouvelle a été en partie détruite, ses habitations saccagées, sa population martyrisée ou bien déplacée par la guerre et ses drames. Et parmi cette population exilée, certains citoyens ou certaines citoyennes de Palmyre ont trouvé refuge dans le camp d'Azraq, au nord de la Jordanie. C'est là, dans ce lieu géré par l'HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, que s'est lancé un programme pédagogique pour la transmission de la mémoire culturelle de Palmyre. À l'origine de ce programme, le projet Colar Palmyre, associé à InZone, un projet cette fois de l'Université de Genève qui met en place des approches innovantes en matière d'enseignement supérieur dans les communautés touchées par des conflits. Comment est né ce projet humanitaire visant à conserver la mémoire culturelle de Palmyre? Comment transmettons une mémoire culturelle et quelle importance a-t-elle pour cette population déplacée? Et aussi, qu'avons-nous à apprendre en termes de résilience de la part de ces populations réfugiées? Ce sont là certaines des questions que cet épisode voudra soulever. Bienvenue dans Voix de Palmyre, un podcast original produit par le Musée Romain de Nyon, en collaboration avec l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne, une réalisation Chahut Média. Quatrième et dernier épisode, Mémoire de réfugiés. À quoi ressemble un camp de réfugiés comme celui que vous avez visité en Jordanie? Il faut se le figurer comme un groupement de porte-à-cabines ou de baraques blanches au milieu du désert jordanien, extrêmement aride où il fait très chaud et entouré de fils barbelés. Patrick Michel, chargé de recherche et directeur scientifique du projet Colar Palmyre à l'Université de Lausanne. C'est assez troublant la première fois qu'on y va. On traverse plusieurs portes, il faut des autorisations. On est accompagné par les ONG, par des responsables du camp. Et le camp d'Azraq, il est organisé en plusieurs villages. Il y a un village 1, 2, 3, 4, qui sont distants de quelques centaines de mètres les uns des autres. Dans l'ensemble du camp, vous avez à peu près 35 000, selon les derniers chiffres, 35 000 réfugiés syriens qui y vivent. Certains sont arrivés très vite, à partir de 2015-2016, et puis d'autres arrivent plus récemment, et en fonction de l'ordre d'arrivée, ils sont hébergés dans un des villages du camp. Les allées du camp sont des allées en terre battue, et puis dans le village 1, si je ne me trompe pas, effectivement c'est dans le 1 que nous sommes allés, il y a un centre, un hub culturel qui sert de lieu de réunion pour les différentes ONG. Donc vous arrivez en jeep dans ce hub au milieu du camp qui sert d'école, de lieu de réunion. Et puis vous êtes là à l'intérieur et vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas vous déplacer. C'est quoi le quotidien dans un camp comme celui d'Azraq? C'est un environnement désertique, donc très difficile. Sans doute, les températures en hiver, en été sont extrêmes. Emanuela Sabastiani, collaboratrice scientifique au sein du programme InZone, Université de Genève. Il y a des centres communautaires pour les activités, des écoles sans doute, des marchés,
des hôpitaux. Il y a tout, techniquement, pour une société qui puisse être soutenable. C'est juste très difficile pour nous d'imaginer comment on peut vraiment vivre au milieu du désert. Cela étant dit, la communauté d'Azraq est très dynamique. Les conditions sont difficiles, mais il y a une vie culturelle, il y a des projets, il y a vraiment une participation aux activités qui sont offertes dans le camp. Un son capturé au camp d'Azraq, Jordanie, automne 2022. Il faut dire avant tout qu'il y a un système d'éducation, des écoles pour les jeunes, jusqu'au diplôme. Emanuela Sebastiani. Il y a un système qui s'appelle Incentive Based Scheme, géré par l'HCR, qui fait que chaque foyer a la possibilité d'avoir une personne qui est employée par les organisations dans le camp, qu'une personne. Donc vous pouvez vous imaginer les difficultés quand il y a hommes et femmes, c'est très souvent l'homme qui accepte cette possibilité de travailler. Et puis il y a, comme je vous disais, des centres communautaires, par exemple gérés par CARE. Il y a des cours d'anglais, des petites formations professionnelles, techniques. Très souvent, faire des études signifie aussi la possibilité de pouvoir se concentrer sur des objectifs très spécifiques, pouvoir continuer à s'épanouir, apprendre, et ça c'est essentiel dans un contexte comme celui d'Azraq. Et puis dans le village 1, si je ne me trompe pas, effectivement c'est dans le 1 que nous sommes allés. Patrick Michel. Il y a un centre, un hub culturel qui sert de lieu de réunion pour les différentes ONG. C'est un hub qui a d'ailleurs été dessiné et conçu par le Future Heritage Lab de Boston et qui est géré aujourd'hui en partie par l'UNICEF et en partie par CARE, avec des activités de in-zone auxquelles nous on est venus se greffer pour proposer nos propres activités pédagogiques. Donc vous arrivez en jeep dans ce hub au milieu du camp qui sert d'école, de lieu de réunion. Et puis vous êtes là à l'intérieur et vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez pas vous déplacer. Moi j'ai eu beaucoup de Syriens qui sont venus me voir dans le hub et qui avaient entendu par d'autres collègues que j'étais là et qui voulaient m'inviter chez eux. Et j'ai pas eu effectivement cette possibilité. On ne peut pas se déplacer librement, on ne peut pas aller chez les gens, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est assez particulier. Donc les gens sont venus nous voir. Là on s'est retrouvés très vite avec beaucoup de monde à discuter de Palmyre, de leurs souvenirs, des conditions dans lesquelles ils étaient arrivés. Ceux qui rentrent en Syrie, ce sont les plus âgés, car les jeunes, eux, risquent d'être incorporés de force dans l'armée pour le service militaire. Le retour au pays est très difficile et très cher. Il faut payer une fois à l'ambassade et puis payer en nouveau $100 par adulte et par personne au poste de frontière de Jaber. Les gens qui sont venus me parler, c'est souvent des gens qui avaient travaillé avec des archéologues français ou polonais et qui avaient vraiment un attachement particulier au site de Palmyre. Ils avaient fouillé des fois pendant plusieurs années, ils connaissaient les équipes. Donc les souvenirs, c'était « Ah, tu connais un tel, oui, tu connais un tel. Est-ce que tu te souviens de cette découverte qui avait été faite, cet objet particulier ?» C'était tous ces souvenirs. Après, des souvenirs plutôt liés à l'impression personnelle sur le site, la beauté des levées ou des couchers de soleil. Le lever de soleil sur la Palmeraie, le coucher de soleil sur les monuments. Voilà, l'évocation d'une période et puis d'un monde qui a complètement disparu. Comment est né ce projet humanitaire qui vise à conserver la mémoire culturelle de Palmyre? Alors en fait, il est né pas du tout en Orient. Le projet, il est né quand j'étais visiting fellow à Harvard et puis au MIT à Boston. Patrick Michel. Où on a travaillé avec le Future Heritage Lab du MIT, un laboratoire du MIT qui s'occupe de préservation du patrimoine à travers des activités artistiques, entre autres.
Et donc, à travers des échanges avec ce laboratoire, il y a une découverte intéressante qui avait été faite par des archéologues allemands. On l'a dit, donc Palmyre était une ville très importante sur les routes de la soie. Et donc on a retrouvé des tissus dans les tombes. Dans les tombes de Palmyre, on a retrouvé des soieries assez belles. C'est Andreas Schmidt-Collinet qui a découvert que lorsqu'un motif était très à la mode sur des vêtements à Palmyre, ce même motif pouvait être ensuite utilisé pour décorer des bâtiments de la ville. Et on sait que c'était vraiment d'abord sur le textile et ensuite sur l'architecture. On a réfléchi comment est-ce qu'on pouvait rendre en fait cette histoire. Et donc on a décidé de s'inspirer d'un motif du temple qui avait disparu pour créer en fait un modèle qui pouvait servir à des activités de broderie. Et donc dans les ateliers qu'on a aujourd'hui en Jordanie, on explique l'histoire multiculturelle de Palmyre, on explique l'histoire de la route de la soie, et puis l'histoire de l'utilisation des motifs du textile à l'architecture, en leur disant qu'aujourd'hui ce monument n'existe plus, mais on a des dessins et des photos de sa décoration, et que donc on s'est inspiré d'un élément de la décoration du monument pour créer un motif de broderie. Et en fait, à travers ces ateliers, des femmes et des adolescents, mais aussi des hommes, en fait, créent des objets en tissu qui viennent décorer avec des motifs au point de croix. Et donc, ça permet vraiment de lier le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Il y a un transfert de connaissances qui est la conservation et l'utilisation du point de croix, mais en même temps, le motif qui est créé à travers un objet qui devient un objet d'utilisation du quotidien, ça peut être un coussin, ça peut être une pochette, ça peut être un sac, permet de matérialiser en fait cette mémoire. C'est que vous fixez dans un objet tangible un élément qui n'existe plus à travers une tradition qui est intangible et vous matérialisez vraiment cette mémoire dans un objet du quotidien. Deux types d'ateliers ont été fondés dans le camp d'Azraq. Le premier sur les technologies et l'autre sur la broderie. Le projet menant par la suite à la naissance d'autres ateliers encore, broderie culture, technologie et numérique, travaille sur le traitement des images et participation en arabe pour la création de matériel pédagogique. Je dirais qu'il y a deux groupes de participants dans ces ateliers. Emanuela Sebastiani. D'une part, des hommes et des femmes qui ont un certain âge, qui ont connu la réalité de Palmyre, ils ont visité le site et se rappellent très bien. Ça fait partie de leur identité culturelle. Donc pour eux, le sentiment qui prévalait un petit peu était la nostalgie, bien évidemment, parce que ce type de patrimoine est perdu. Et le deuxième groupe de participants aux ateliers était plutôt les jeunes. Donc des jeunes femmes, des jeunes hommes qui n'ont jamais vu Palmyre, le site, qui n'auront jamais la possibilité de le voir, de le visiter, mais qui étaient extrêmement curieux à propos de l'histoire de Palmyre, et aussi ils avaient ce désir d'explorer un petit peu les nouvelles technologies, notamment la reconstruction 3D du temple de Balshamine et la réalité virtuelle. Donc chez eux, c'était plutôt la curiosité et l'enthousiasme un petit peu pour les nouvelles technologies. My name is Fatima and I am 19 years old. Fatima, 19 ans, réfugiée syrienne, vivant dans le camp d'Azraq, et s'étant ici exprimée dans le cadre d'ateliers créés pour impliquer les jeunes Syriens et les jeunes Syriennes dans la production du matériel pédagogique en arabe au sein du projet Colar Palmyre. I have graduated from high school in 2021. I am from Palmyra and I live in Azraq camp. I have been to Palmyra many times in the past and it was amazing. When I look at Palmyra today, I feel very sad and upset. Palmyra is a very beautiful and interesting city and it has no negative side. Comment est-ce qu'on transmet une mémoire ? Il y a plusieurs manières, mais il faut que ça soit pédagogique. Annie Ebligatian, doctorante, département des sciences de l'Antiquité, Université de Genève. Parce que c'est à nous
Les spécialistes, les archéologues, qu'on doit aller vers la population et surtout les enfants, ils ne peuvent pas choisir. Donc, c'est les activités, les récits, et il faut que ça soit pédagogique et attirant pour qu'ils s'accrochent, et c'est à eux de fouiller plus loin avec des activités comme c'était fait avec le projet Paul Collard. C'est déjà un très bon départ et il faut continuer, varier, parce que c'est comme ça qu'on peut approcher les enfants et c'est eux-mêmes qui vont donner aussi de leur imagination et ils vont participer à développer toutes ces activités pédagogiques. Le plus marquant, c'était chez les enfants parce que quand j'ai vu les images qu'ils ont fait, Annie Ebligation. D'une manière numérique, déjà ils ont appris des outils dans les camps, ce qui est un investissement et c'est très important pour ces enfants. Et quand ils ont interprété ces images, ça m'a tellement émue et ça m'a donné de l'espoir. On voit les enfants qui rêvent, qui apprennent et on voit leur vision. Donc parfois je dis aussi pour reconstruire, peut-être il faut demander leur avis aussi parce que c'est les générations futures. Donc et les impliquer dans des ateliers, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on garde les traditions, la mémoire et l'histoire en passant aux nouvelles générations de différentes méthodes. Et ça m'a donné d'espoir que pendant un moment j'avais perdu. Donc avec les nouvelles générations et avec les enfants, c'est eux qui nous inspirent, qui donnent l'énergie. My name is Batul and I am 18 years old. Batul, 18 ans, réfugiée syrienne, vivant dans le camp d'Azraq, en Jordanie, et s'étant ici exprimée dans le contexte des ateliers broderie et numérique au sein du projet Collard Palmyre. I live in Azraq camp and I have finished high school in 2021. I have never seen Palmyra before I participated in the project. It was amazing, and when you look at it, it takes you from one place to another, as if it is an imaginary place. Ici, des milliers de Syriens, ou prétendants de l'être, ont pris le chemin à travers la Serbie jusqu'à la Hongrie. Une communauté qui est déplacée et qui perd au fur et à mesure sa mémoire, ou qui risque de perdre sa mémoire collective, est moins résiliente. Emanuela Sebastiani. C'est essentiel pour les jeunes et pour les réfugiés en général qui ne sont plus dans leur pays, qui n'ont peut-être pas la possibilité de rentrer dans le prochain futur, de pouvoir développer, protéger la mémoire collective, parce que ça fait partie de l'identité et ce sont justement des éléments qui contribuent à la résilience de l'individu et de la communauté. Pour ce qui concerne la résilience, c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup. InZone a facilité la création d'un module en ligne sur la résilience qui a été créé par un groupe de réfugiés Azraq. C'est un projet innovatif parce que justement, il y avait de la co-création avec les réfugiés. Finalement, ils sont des experts en résilience. Peut-être ils n'ont pas des études académiques à la base, mais ils doivent développer leur résilience. C'est juste nécessaire pour survivre. Et donc, le module, c'est vraiment la perspective des réfugiés sur la résilience. Il s'adresse à la communauté. Qu'est-ce qu'ils disent ? Avant tout, il y a beaucoup de définitions de résilience dans le monde académique, des définitions qui sont considérées très valables par la communauté scientifique. Et ils font un petit peu la revue de ces définitions dans le module. Et puis, ils ajoutent leur définition à eux. Une définition créée par des hommes et des femmes qui ont vécu des situations extrêmes, très spécifiques. Dans leur projet, donc, ils ont vraiment exprimé ce désir de participer à une conversation sur la résilience qui soit vraiment inclusive. Ce qu'ils disent sur la résilience, c'est que, avant tout, c'est un concept très complexe. Il y a beaucoup d'éléments, de composantes, mais que, heureusement, pour ceux qui s'intéressent à ce module, ils espèrent de pouvoir donner des pistes pour vraiment trouver sa propre
voie pour développer sa résilience dans son contexte, qui n'est pas nécessairement un contexte de camp. Quel futur proche pour ces réfugiés? C'est très difficile pour eux. La crise continue en Syrie. Emanuela Sebastiani. Certains d'entre eux disent clairement qu'ils n'auront pas la possibilité de rentrer dans leur pays dans un futur proche à cause du fait que le régime n'a pas changé. Ils sont dans un limbo, on peut dire en bon français. Les possibilités, par exemple, de faire des études à l'étranger ne sont juste pas là parce que d'une décision du gouvernement jordanien, les réfugiés qui laissent le pays, ils n'ont pas le droit de rentrer et d'être accueillis en tant que réfugiés. Alors, certains laissent le camp pour s'intégrer dans la société jordanienne, mais bien évidemment, ils ont un statut de réfugié, donc le marché de travail n'est pas accessible pour les réfugiés. Ils n'ont pas le droit de travailler dans plusieurs secteurs de l'économie, donc ils restent parfois dans les grandes villes, la périphérie, en cherchant des boulots précaires. Notre espoir, comme INZON, c'est de donner une contribution à la société du camp. L'éducation est très clairement liée au bien-être. Ça, c'est les études qui nous montrent ça. L'éducation universitaire dans les camps est en luxe. C'est vraiment, on parle de moins de 3% des réfugiés dans le monde qui ont accès à des formations au niveau universitaire. Donc pour nous, l'espoir, c'est vraiment de pouvoir contribuer à leur bien-être en leur donnant cette opportunité de faire des études dans certains domaines et de se développer, de développer sa propre résilience à travers l'éducation. C'était le 4e et dernier épisode de Voix de Palmyre, une série documentaire podcast produite par le Musée romain de Nyon en collaboration avec l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne à l'occasion de l'exposition Voix de Palmyre présentée au Musée romain de Nyon de mars à octobre 2023. Réalisation Chahut Média, David Bralambert et Carole Harari. Conseiller scientifique, Patrick Michel. Sound design, Lily Bartou. Musique originale, Christophe Calpini. Merci à Jordan Anastasov et à toute l'équipe du Musée romain de Nyon. De même qu'à l'association des membres et des amis de l'Institut suisse de Rome, précieux soutien de ce programme, ainsi qu'à tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui ont participé à cette série originale. Tous les épisodes de cette série podcast sont disponibles sur le site du Musée romain de Nyon, sur celui de l'Université de Lausanne et sur celui de Chahut Média, www.chahut.ch, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la noter, à mettre des pouces, des étoiles et surtout à la partager.